Donc, je vais justement parler pour les questions que le jeune homme l'a posées. Les qualités des codes qui génèrent l'IA. Je te donne un complément. Prends ça et tais-toi. Donc, différentes compagnies. Là, ça a tombé que j'attendais un podcast des compagnies avec un nom très difficile à prononcer, ThroatWorks. Si vous ne connaissez pas, c'est une société qui est basée d'abord aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Ils ont des tas d'articles intéressants et ils ont aussi des podcasts avec des noms. J'espère que vous reconnaissez certains de ces noms parce qu'ils ont influencé les noms, les technologies comme on travaille. Martin Fowler, Rebecca Parsons. Donc là, ils ont parlé à propos comment est-ce que ça vaut la peine de refactoriser les codes avec de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça donne quelque chose de bien? Chez ThroatWorks, ils ont un suivi technologique, ils appellent ça ThroatWorks Radar, où ils ont observé des futures technologies. Qu'est-ce qui va intéressant va sortir? Donc, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui lui intéresse beaucoup. Les auteurs principaux qui étaient tombés dans le retrait, c'est Adam Thornhill. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de noms qu'il connaît. Martin le connaît parce que j'ai vu qu'il suit le même auteur. Donc, c'est qui Adam Thornhill? Jeune homme, plus ou moins, qui est suédois, qui habite en Suède. Il est auteur de 2 livres qui, si vous avez une occasion de les lire, vraiment, vous allez bien s'amuser. Your Code is a Crime Scene. C'est vraiment amusant parce qu'on raconte, parce que c'est comme vous êtes et tueur et inspecteur qui cherchent le tueur en même temps. C'est assez amusant. Il a aussi écrit il a derrière une compagnie qui s'appelle CodeSense. Et il a aussi écrit un article qui a reçu une des plus hautes distinctions en Europe à propos d'un article scientifique qui va intéresser beaucoup de monde ici. Pourquoi les qualités des codes, c'est intéressant. Je pense que ici, dans cette salle, les questions même se posent pas. Mais pourquoi? Les podcasts à parler, ils ont basé les Adam Thornhill publiait 12 articles au niveau des white papers. Les gens qui connaissent un peu dans les papiers scientifiques, ils ont plusieurs niveaux. White paper, c'est le plus haut qui est produit pour les directeurs, pour les C-level. Donc, même si tu connais rien dans la technologie, juste par lire cet article, vous allez tout comprendre. Il y a quand même derrière des articles bien scientifiques qu'il faut bien s'accrocher à tabouret pour arriver à le lire parce que c'est un premier article que j'ai oublié de spécifier à quelle année il est sorti, mais Code Red, The Business Impact of Low Code Quality. Tout le monde sait que coder pas bien, c'est pas bien. Mais comment pas bien? On mesure ça comment? Ça mange quoi en hiver? Et c'est exactement à propos de ça que les articles parlent. Après, dans notre Slack, je vais partager, j'ai mis toutes les notes vers tous les articles, vers tout ce qu'ils ont, j'ai mis dans les présentations, ça va être dans le Slack. Donc, quelques takeaways qu'ils ont parlé. Donc, tout le monde sait qu'écrire que les qualités de code, c'est important. Mais, pourquoi elle est important? Et là, enfin, ils ont mis quelques chiffres et quelques affaires qui vous sont bien importantes. Moins de possibilités que vous allez avoir des bugs si le code est de qualité et s'il est facilement lisible. Ils n'ont pas arrivé à ce chiffre. Ils ont analysé, il y a un travail fondamental derrière, ils ont analysé des code base assez sérieux. Vous avez mesuré des rapidités de développement et vous avez cette incertitude entre si les temps que vous se sont engagés, au moment que vous devenez gestionnaire, ça devient quand même bien important. Tu dis que je m'engage de livrer cette fonctionnalité dans 12 semaines. Mais parce que ton code est mauvais, tu vas passer pas 12 semaines, tu vas passer 4 semaines.
Pour le gestionnaire, c'est un peu embarrassant parce que finalement, il a promis un deadline et tu n'arrives pas à arriver dedans. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est quoi les mauvaises codes, c'est quoi les bons codes. Là, c'est bonhomme, Madame Thornhill, elle a décidé que juste une seule métrique, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui parlent que si tu as des cyclomancies réduites, c'est des bons codes. Il y a des gens qui disent que non. Ils ont dit non, on va le faire différemment. On va prendre ensemble des métriques, 29 métriques en total. Sur leur site, ils parlent d'exactement laquelle. Mais le plus important, c'est readabilité. À quel point personne qui connaît rien dans votre projet rentre et peut le comprendre. Ils disent que si le code n'est pas lisible par les humains, il insiste sur ces mots, s'il n'est pas lisible par les humains, c'est de mauvais code. Même s'il fait de bonnes choses, mais s'il n'est pas lisible, s'il n'est pas compréhensible, c'est de mauvais code. Et par après, on va voir pourquoi. Le deuxième article, j'espère que les gens comprennent les jokes qu'on a écrits dedans, refactoring versus refactoring. Donc, on parle que sur le schéma, ici, on dit que combien de temps on passe. Les chiffres sont un peu anciens, parce que ça parle on a un ER qui était fait en 2015. Mais combien de temps les gens passent réellement écrire des codes? Il est où là, 5% de leur temps. La plupart, ça, encore une fois, dépendant, est-ce que vous êtes gestionnaire, est-ce que vous êtes un peu des architectes? Donc, vous passez un peu plus de votre temps dans des réunions, mais la plupart des temps que vous passez, c'est de comprendre les codes qui étaient devant vous. Encore une fois, readabilité, c'est qui devient vraiment important. Parce que si tu n'arrives rien à comprendre, tu fais rien. Donc là, ils ont parlé. On va prendre des nouvelles babioles qui s'appellent ChatGPT, Claude 3, c'était qui les autres? Gemini. Et on va voir comment ça va, parce qu'il y a une tendance. Vous allez demander, donne-moi des codes. Oh, ça donne des codes. Tu essaies de le mettre dans ton code, ça fonctionne pas. C'est encore pire que chez le Stack Overflow. Tu copies, ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu oubliais de spécifier les contextes. Ok, tu dis, c'est pas grave, je vais spécifier mon contexte. Donc, tu sors une tartine comme ça pour parler, c'est quoi mon contexte, qu'est-ce que je veux réellement. Et là, lentement, doucement, tu commences à réaliser que tu passais plus de temps de faire comment on appelle ça, les contextes consolidation, de qu'est-ce que tu as été à faire pour ton code. Ils ont dit, OK, on va quand même essayer parce qu'en partie des chats GPT, c'est pas seulement poser des questions et générer, je vais leur donner les codes. Je ne sais pas si quelqu'un a vu les dernières présentations de chat GPT. Oh, ils ont appelé ça les nouvelles affaires, que les gars se baladent avec son téléphone et montrent sur les. Et pour exemple, on exercice qu'il fait, il montre son téléphone sur code de quelqu'un. Ils disent, explique, il lui dit par les voix, assistance des voix, dis-moi qu'est-ce que cette code fait. Gemini réfléchit quelques secondes et il commence à lui parler que voilà, cette code est fait des encryptions, qui est fait de ça et de ça. Donc, ça a l'air magique. Ça va tout nous résoudre nos problèmes. Ça va même faire les cafés. Et apparemment, non. Là, ils ont présenté quelques résultats. Je vous invite dans les présentations, je donne les liens vers les articles globaux. Donc, on va vérifier si les codes a changé, quel changement des codes qu'on a donné, est-ce que ça se compile? Est-ce que le code a changé? Et là, ils ont commencé à découvrir qu'à 2/3 des cas, en réalité, les systèmes génératifs ne font rien. Ils rephrasent les codes, mais ils ne font rien. Il y a aucune amélioration de performance. Zéro, nada. Encore pire. Et de temps en temps, sur les guises de refactorisation, il va dégager, OK, cette livre, je n'ai pas besoin. Cette branche, je n'ai pas besoin. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves avec les codes qui, dans les meilleurs cas, compilent, mais qui n'ont pas du tout les mêmes résultats. Maintenant, si tu n'es pas attentif, dans les podcasts qu'ils ont parlé, il y avait des cas encore plus bizarres. Si tu essaies de donner un code un tout petit peu plus long, qui dépasse, par exemple, 100 lignes de code, la plupart des systèmes tout simplement crashés.
Il commençait de sortir de leur entraille tout ce qu'il a appris à propos des codes des autres. Bref, ça n'a pas fonctionné. Je vais quand même montrer en prochaine slide. Malheureusement, ça devient un peu publicitaire. Je vous préviens. Donc ça, c'est CodeSense, ça c'est son boîte qui est la Adapter Hill derrière. Qu'est-ce qu'il disait à propos? Je vais juste vous montrer. Ils ont mis un point spécial. Ils parlent beaucoup ici à propos de ChatGPT 3.5 parce que lui, il est gratuit. Et il disait qu'un mettre de ChatGPT 4.0 qui est payant est donné une amélioration de 0.5%. Donc, pas gagnant. Par contre, ils ont implémenté leur propre logique et ils ont identifié que certains problèmes vont se résoudre mieux dans certains générateurs. Gemini répond mieux à une question, ChatGPT répond à une autre. Donc, ils ont bâti une petite logique d'affaires qui va analyser les codes. Il va décider, OK, ça m'a l'air plus de fonctions, donc je vais envoyer à celui-là ou je vais envoyer à celui-là. Et après, il va embarquer qu'il va faire vérification automatisée. Et il va effectivement éliminer des mauvaises tentatives. Et alors là, dans certaines situations, il va arriver à des pourcentages quand même impressionnants. L'idée, c'est que je vais juste revenir un tout petit peu en arrière sur ces chiffres-là. Là, c'est dire que vous avez plus ou moins 37% seulement de probabilité que les codes que vous allez recevoir va être bonne refactorisation. Imaginez, vous arrivez aux banques, vous donnez, j'ai 37% de possibilité que les bancomates va me donner l'argent. Vous allez réellement rentrer dedans? Sérieusement? Donc, je ne peux pas même dire que ça sont une grande roulette russe parce que non, c'est peut-être une roulette russe si tu fais avec un revolver de 6 balles. C'est plus ou moins donner cette quantité de chance. Maintenant, on va les GenAI pour les générations des codes. Ça sortit un tout petit peu petit, donc pardonnez-moi. Donc, il faut comprendre qu'il y a énormément de publicité derrière. Nvidia, OpenAI, Microsoft, n'importe qui, ils pompent des argents phénoménaux, des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars américains qu'ils pompent dans l'industrie. Ils ont besoin de se justifier. Ils ont besoin que ça va rentrer dans votre vie et que vous ne pouvez plus le décrocher. Mais pour l'instant, dans l'état actuel, on a même sorti, je ne sais pas si vous avez vu, premier programmeur automatique qui s'appelle Devin, qui était censé de remplacer vous tous et moi inclus. Mais on va voir regarder c'est quoi les résultats de benchmark. On a lui posé certaines questions qu'ils ont se retrouvent sur GitHub. Vas-y, fais le résoudre. Ils ont arrivé seulement à 13% à résolution. Ils disent, oui, mais c'est en bêta, il faut attendre, on va arriver. C'est plus ou moins comme les rêves de Sam Altman d'arriver à produire une AI générative générale qui va résoudre tout et n'importe quoi. Je pense qu'on va avoir plus de chances d'avoir une théorie de physique générique qui va expliquer dans le même ordre des grandeurs des choses. En pire de ça, il a fait des recherches à propos d'utilisation de GitHub Copilot. Si vous n'avez pas utilisé au minimum, vous avez attendu de quoi on parle. Après, il était introduit au début de 2023, fin 2022. Les gens ont observé que chaque développeur qui l'a utilisé arrive à produire pratiquement 70% plus de code. Mais par contre, les codes qui vont être générés vont être de mauvaise qualité. Donc, le risque de dryness, don't repeat yourself, n'existe plus. Parce que ça coûte tellement pas cher de produire des codes. Maintenant, je ne sais pas si vous avez fait des peer review récemment. Imaginez, vous recevez un peer code avec 10 lignes, ou vous recevez un peer avec 1000 lignes. La chance que vous allez réellement regarder toutes ces 1000 lignes et comprendre tout ce qu'il fait est à zéro. Donc là, vous avez un choix. Ou je clique, j'approuve parce que j'en ai marre de lire. Ou tu dis non.
Et dans certaines compagnies, on implémente cette règle que sauf si été approuvé en avance par les architectes de logiciels ou par les CTO, on n'accepte plus des PR gigantesques. Débrouille-toi. Les conclusions, dans n'importe quel. Donc, si vous avez pensé qu'on va tous nous être remplacés très bientôt par des intelligences artificielles, j'ai pas peur de vous décevoir, c'est non. Par contre, très bientôt, on va se retrouver dans la situation que les programmeurs qui savent pas utiliser l'intelligence artificielle dans son travail va se retrouver sur le banc parce qu'il sait pas, parce qu'il n'est plus contemporain. Maintenant, de l'autre côté, j'ai plein de collègues qui utilisent encore de COBOL, que mon père encore dans les années 70 programmé, et il y a plein de ouvertures de travail pour eux. Donc, intelligence artificielle, oui, mais il faut l'utiliser avec compréhension, avec connaissance des choses, et il faut comprendre que les systèmes qui étaient créés, il était fait pour générer des textes. Il est par pur hasard, il était entraîné. Et par exemple, les dernières ventes de toutes les réponses de Stack Overflow à OpenAI pour entraîner leur dataset, qui générait énormément de remords et énormément de vagues. Chaque fois que vous rentrez quelque chose dans les chats GPT et vous tapez « fais-moi ça », vous creusez un peu vos propres tombes. Voilà, j'ai terminé. Donc, je vais poster je vais mettre sur notre canal de Slack les présentations que je fais. J'ai essayé de mettre le maximum de notes dans la présentation pour que vous pouvez l'utiliser. J'ai oublié de le faire un slide avec les questions parce que ce n'était pas mon intention. Mais si vous avez des questions, allez-y.